Est-ce que ça a encore du sens d'être révolutionnaire aujourd'hui, en 2024? Vous comprenez rien aux organisations politiques d'extrême gauche? Votre serviteur cathédral est là pour tout vous expliquer. Aujourd'hui, je reçois Nathanaël et Selma Labib, candidates aux élections européennes pour le NPA révolutionnaire. Bon alors, bonjour Nathanaël, bonjour Selma. Salut. Historiquement, votre organisation, elle a des liens avec Lutte ouvrière. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ça pour situer? On est quand même issus du NPA parce qu'on est le NPA révolutionnaire. Après, l'idée déjà du NPA à la base, c'était de regrouper des courants révolutionnaires. Donc c'est vrai que dedans, il y a notamment un courant révolutionnaire qui est issu de lutte ouvrière. Mais voilà, il y a différentes traditions, différentes histoires dans le NPA. Et en fait, c'est un peu ça qui est positif aussi et qui est encourageant et qui est vraiment quelque chose que nous, on défend, quoi, ce pôle des révolutionnaires et qu'on voudrait élargir. C'est un peu ça notre truc Ouais, parce qu'en aujourd'hui. fait, c'est l'étincelle qui est issue de Lutte ouvrière historiquement, mais votre organisation actuelle, elle est plus large que ça, en fait. Ouais, bien sûr. Notre organisation, peut-être on y reviendra après, mais elle est issue de la scission qu'il y a eu en décembre dernier. Mais voilà, il y a une partie du NPA qui est partie, le NPA l'anticapitaliste, et une autre partie NPA révolutionnaire. Ouais. Qui est pas du tout que étincelle ou que les deux courants Ouais, ok. principaux, étincelle et AR, tu vois, c'est même encore plus large que ça et quelque part tant mieux, quoi. Historiquement, du coup, ouais, avant qu'il y ait cette fameuse scission, donc pourquoi le NPA s'est constitué? C'était quoi le projet, sachant qu'il y a des anciens de la LCR, etc. C'était quoi le projet historique du NPA, les ambitions de l'organe? Ouais, bah alors tous les deux on n'y était pas, mais on va raconter un peu peut-être ce qu'on nous a raconté, ce qu'on a pu lire et tout. Mais Ouais. je pense qu'il y avait cette idée d'aller. En fait, il y avait eu des élections présidentielles où l'extrême gauche avait quand même eu des très bons résultats. Et en partant de là, on s'était dit, enfin, je pense des camarades à l'époque, s'étaient dit au niveau, donc c'était la LCR, s'était dit, vas-y, on va proposer quelque chose qui soit un peu plus large que ce qui existe. Et donc, bon, bah, avec Selma, on fait partie de ce courant qui est issu de lutte ouvrière, l'étincelle. Et puis, en fait, je pense que ça a interrogé pas mal de gens autour de se dire, bah, c'est vrai qu'on pourrait essayer enfin de dépasser un petit peu ce morcellement de l'extrême gauche et de se retrouver dans quelque chose qui soit plus large. Alors, il y en a qui sont allés voir, il y en a qui sont investis, il y a eu un peu différentes manières d'aborder le truc. Et on se retrouve avec des débats qui ont continué, je pense, pendant toutes ces 15 ans-là, quoi, depuis que ça existait, où on a fait plein d'expériences en commun, tout ça, et avec toujours un débat central sur lequel on est revenu, donc il y a 2 ans, suite aux élections, de qu'est-ce qu'on cherche à construire. Est-ce qu'on veut un pôle des révolutionnaires où on puisse mettre à l'intérieur des gens qui ont des traditions différentes, des manières de militer différentes, Ouais. mais qui toutes pensent qu'il faut renverser la société, bon, on y reviendra dans la discussion, mais renverser la société par la prise du pouvoir des travailleurs, ou est-ce qu'on pense qu'il faut quand même garder un pied dans un lien, alors militant c'est sûr, mais aussi électoral avec des forces réformistes comme Ouais, la ça, France c'est- Insoumise, et voilà. Et ben, on Mais a parce eu que- la moitié de l'organisation à pas avoir fait ce choix-là il y a 1 an et demi, quoi. Mais donc, juste pour clarifier pour les gens, en fait, le NPA, donc, historiquement, il y a plusieurs tendances qui vont se rejoindre dans un projet anticapitaliste, mais qui n'est pas forcément, d'un point de vue théorique, marxiste, de ce que j'en comprends. Il y a aussi des tendances qui sont issues d'autres courants. Et donc, pour revenir brièvement sur la scission, qui a eu lieu il y a quelques temps, vous aviez commencé à l'évoquer. Donc, il y a un pôle qui veut se rapprocher de la France Insoumise, et un pôle qui veut pas avoir de lien avec la France Insoumise, ou enfin, Non. si on peut revenir un peu Ouais. sur Ouais, en fait, détailler ça. la discussion, c'est quel rapport on a avec la gauche, qu'est-ce qu'on pense de l'unité de la gauche. Est-ce que notre objectif à nous, les révolutionnaires, c'est de construire une gauche de combat, pour reprendre un peu, tu vois, les termes même qu'utilise aujourd'hui le NPA, l'anticapitaliste. Et voilà, t'as ce débat-là qui existait depuis quand même un bout de temps, hein, dans le NPA, et qui a un peu rééclaté, notamment avec l'alliance de Philippe Poutou sur la liste Bordeaux en lutte avec des députés de la France Insoumise, et puis derrière, enfin voilà, et tous ces rapprochements électoraux où en fait l'analyse c'est la situation, c'est qu'on voit que l'extrême droite, elle a du poids. On voit que les résultats électoraux de l'extrême droite, ils montent. Nous, on dit, tu vois, déjà, en fait, je sais pas, en 2002, les JCR, pour donner un exemple d'un courant qui est pas le nôtre, mais ils disaient 20% pour l'extrême droite, c'est 20 ans de politique antisociale. Aujourd'hui, tu vois, on pense un peu la même chose, quoi. 40%, c'est 40 ans de politique antisociale de la droite et de la gauche. Donc, on pense pas qu'on puisse
s'unir avec la gauche dans le cadre des élections pour pouvoir combattre l'extrême droite. Bien au contraire, l'extrême droite, là où elle est pas sur son terrain, c'est sur les luttes. Donc t'as tout ce débat-là, toute cette discussion. Et oui, du coup, ça s'est aussi matérialisé, notamment avant les élections de 2022 présidentielles, de savoir est-ce que le NPA avait un candidat, qui ça allait être, etc. Et de se dire, mais bien sûr qu'il faut qu'on se présente de façon indépendante, parce qu'on a des choses... Enfin, tu vois, nous, on défend pas le fait de surtaxer les profits, on défend le fait d'exproprier le patronat. On défend pas la régulation de l'immigration, on défend l'ouverture des frontières et la liberté de circulation. Et ça, on peut pas le faire avec la gauche. Donc voilà, la scission un peu politiquement, elle s'est faite à partir de ça. Après, nous, on n'a jamais défendu la nécessité de se séparer, quoi. Mais en fait, la situation, elle était comme celle-là. Et au Congrès, les camarades de la sensibilité autour de Philippe Poutou, Olivier Besancenot, Christine Poupin, ils sont partis du Congrès, et ça a donné cette situation-là qui, aujourd'hui, s'est résolue, on va dire, par cette scission avec le NPA révolutionnaire et le NPA l'anticapitaliste. Bon, c'est quand même un truc qui est vraiment pas clair dans la tête des gens actuellement. Bon, on fait toujours les blagues sur les trottes qui font que de scissionner, etc. Bon, c'est un peu fatigant. La blague, ça va 2 secondes, mais il y a un moment où il faut peut-être un peu être sérieux et expliquer ce qu'il en est, quoi. Actuellement, c'est quoi l'appellation que vous avez? Est-ce que vous avez toujours l'appellation NPA? Comment ça se passe avec l'autre, la ligne Poutou, etc. Ouais, justement, donc depuis quelques semaines, là, on a trouvé un accord pour un peu voir. Donc nous, on s'appelle NPA révolutionnaire. NPA parce qu'on est issu du NPA, là, tout ce que disait Selma, et révolutionnaire parce que c'est le nom du journal, tout simplement. Okay. Et révolutionnaire avec tout un sous-titre quand même derrière, d'avoir un parti communiste révolutionnaire, des travailleurs, enfin voilà, d'aller vers cette construction-là, quoi. Et donc de l'autre côté, ils ont repris aussi le nom de leur journal d'anticapitaliste. Et du coup, à partir de maintenant, on va voir, pour les gens que ça intéresse, on va voir un peu fleurir ces logos-là et ces noms-là un peu plus souvent. Donc c'est sûr que ça aide pas forcément à s'y reconnaître quand on est loin de tout ça. Ouais. Par contre, je pense que ça veut dire aussi une chose, c'est qu'il y a quand même une famille de révolutionnaires et que nous, on est pour continuer les discussions. On est avec l'ensemble des révolutionnaires qui existent. On est pour réfléchir à des moyens de se présenter dans une indépendance politique vis-à-vis de la gauche, mais de se présenter ensemble éventuellement. Et puis après, ce qui est sûr, c'est que par contre, quand il y a des attaques sur nos lieux de travail, de vie, d'études et tout, on répond ensemble au truc, quoi. Je pense que ça, c'est un peu le truc à... Donc chacun garde quand même l'appellation NPA. On rajoute du coup un qualificatif. Et ouais. Enfin, cette scission, elle s'est pas super bien passée. L'organisation autour de Poutou et Besancenot, ils nous ont quand même coupé nos réseaux. Enfin, c'est des choses, tu vois, si on discute vraiment, c'est pas pour entrer dans les détails les pires et tout. Les gens sont pas au courant de ces choses-là, mais c'est sûr qu'il s'est passé plein de choses. Vous vouliez pas de cette scission. Nous, on voulait pas de cette scission. Voilà, et après, on a cherché à tout prix à avoir un accord pour réussir à continuer à militer, quoi. Donc voilà, je pense que ce truc-là, tu vois, de couper des réseaux sociaux, de faire appel, c'est-à-dire en fait aux patrons de Twitter, de Facebook, de Instagram, dans une période où c'était quand même la guerre en Palestine, le génocide qui commençait, tu vois, et qu'on était quand même parmi les seuls à s'exprimer en solidarité au peuple palestinien. Voilà, c'est des choses qui restent un peu. Maintenant, on est pour avancer et on est pour continuer à militer. On verra si nos chemins se retrouvent ou pas, mais pour l'instant, c'est sûr que nous, notre ligne, c'est notre indépendance politique vis-à-vis et notamment dans les élections, même si dans les manifs, tu vois, là, on apporte toute notre solidarité au député qui a sorti le drapeau palestinien, qui s'est fait bâcher par toute l'extrême droite et les autres. Enfin, il y a aucun problème. On marche sur nos 2 jambes. On est pour une unité dans l'action. Par contre, il faut qu'on garde notre indépendance politique. Vous évoquiez un peu les profils. Donc vous avez l'air de dire que y a aussi bien des étudiants que des salariés. Je ne sais pas si vous voulez un peu détailler ça intéresse les gens, de voir un peu comment ça se passe en interne,
concrètement, c'est quoi les profils On n'a pas, tu vois, de critères quoi, de recrutement, on va dire, si ce n'est d'être bien d'accord sur les idées communistes, révolutionnaires et internationalistes. Mais d'abord, effectivement, on a un secteur jeune qui est sorti, qui a organisé sa conférence nationale jeune, donc l'équivalent du congrès de l'organisation de jeunesse du secteur jeune, avec oui près de 300 militants, la plupart qui militent dans les universités, mais aussi une partie dans les lycées. Et une petite partie aussi qui sont jeunes mais qui sont déjà au boulot quoi. Donc voilà, c'est ça un peu la tête du secteur jeune, on va dire. Qui s'organisent dans des comités de lycée, d'université, qui font de la formation, qui interviennent, voilà, enfin, j'ai déjà dit, quoi, dans les luttes et tout, quand il y en a. Et puis ensuite, t'as tout le reste, organisé principalement autour des entreprises, en fait, parce que notre objectif, c'est de construire un parti ouvrier, implanté dans la classe ouvrière, en capacité de mener une politique et d'agir, quoi, face au patronat. Mais ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce que bon, souvent, voilà, il y a un peu le cliché des organisations trotskistes où c'est rempli de profs et d'universitaires. Et sauf que, enfin, dans votre cas, en tout cas, oui, il y a vraiment une représentation, il y a une présence des travailleurs. Ça se voit en partie sur la liste qu'on présente, parce que c'est une liste de travailleurs et de travailleuses, même si tu as beaucoup aussi des profs, des jeunes étudiants, tu as quand même voilà, tous les secteurs que je t'ai cités et d'autres. On va pas faire comme si, tu vois, c'est un objectif qu'il faut travailler et que bien sûr, mais ça c'est à l'échelle de l'extrême gauche quand même. Enfin, tu vois, l'implantation dans les entreprises, c'est quand même quelque chose qui est compliqué, mais c'est notre objectif premier. Et oui, on a quand même une existence d'un secteur de boîte important. Là, tu vois, on organise depuis après ce fameux congrès de scission des rencontres nationales ouvrières. Donc, on était à ces deux années-là de suite qu'on les a faites, près de 200, à discuter, voilà, syndicalisme, à discuter, c'est les expériences dans les différentes boîtes, à discuter comment on discute du féminisme dans la classe ouvrière, enfin, tout un tas de sujets, quoi, mais ouais, et quand on voit qu'on arrive à faire ça, c'est hyper encourageant, et puis t'arrives à ramener des collègues, et puis ça t'ouvre des discussions, donc c'est ça qu'on essaye de faire, ouais. Alors peut-être juste une dernière question. Voilà, ça c'est pour voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour vous rejoindre éventuellement, pour savoir un peu ce que concrètement font les organisations semaine par semaine, quels sont les types d'actions que vous faites, voilà, en plus des réunions, etc. Je vais essayer de donner un panorama. Après, c'est vrai que on parle forcément, si t'es à Paris où t'as 400 personnes, si t'es à Toulouse, on est un peu moins, on n'aime pas 400. Bon, c'est forcément différent, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est, je pense qu'on fait tout, c'est déjà, on se réunit pour se donner de la force, pour pouvoir ensuite aller, comment dire, avoir des arguments pour aller vers l'extérieur, aller discuter tout autour de nous. Enfin, bon, moi, je suis prof, justement, et pour aller discuter avec les collègues, pour aller discuter avec plein de gens, parce qu'on fait des marchés, parce qu'on va discuter des tracts et tout. Enfin, voilà, un peu ce truc quand même de l'intérêt d'une organisation, de se donner des arguments, parce qu'on va pas... C'est vrai que l'actualité, des fois, elle nous tabasse un peu, on sait pas trop comment réagir, on peut être un peu sidéré, et rien que le fait de se retrouver entre camarades, ça peut être un premier pas pour ensuite se dire, ok, en fait, il n'y a pas juste de la sidération à avoir, il y a des arguments, il y a pas des solutions immédiates, mais il y a par contre une perspective et des orientations politiques qu'on peut discuter autour de nous et avec lesquelles on peut convaincre, quoi. Ça, c'est la partie un peu générale, je pense, les idées et tout. Il y a les idées, bon, c'est par rapport à la Palestine, comment on solutionne ce conflit qui a l'air d'avoir aucune solution possible et tout. Puis après, il y a les idées marxistes en général, bon, la partie formation, tout ça, ok. Et après, je pense qu'il y a tout le truc de comment on fait pour être implanté. Là, c'est tout ce que disait Salma, mais voilà, comment on essaye de prioriser un peu ce truc-là, que quand on a des camarades qui sont dans une boîte en particulier, qui ont un milieu un peu autour d'eux là-dessus, comment on va faire en sorte qu'ils aient une activité syndicale là-dedans déjà, qu'ils puissent un peu faire en sorte que les collègues ils se défendent par eux-mêmes et qu'ils se remettent pas dans les mains de tel ou tel gars. Vous faites pas juste du tractage, quoi. Non, clairement pas. Non. Il y a tout un tas de camarades qui soit nous ont rejoints parce que je sais pas, tu travailles à Toulouse, tu travailles dans l'aéro et t'as envie de t'engager dans un truc politique, ou alors tu te cherches un boulot, tu t'es dit vas-y, je vais aller dans tel endroit, et après se dire je vais pas juste y aller pour bosser et puis rentrer le soir chez moi et me dire ah putain c'était une journée de merde, mais je vais y aller pour essayer d'avoir des collègues qui vont s'intéresser à l'idée de se battre ensemble et aussi à peut-être l'idée de changer cette société. Et ça, c'est le deuxième truc qu'on tente de faire beaucoup, c'est d'avoir une apparition aussi politique sur tout un tas d'entreprises, et on est des centaines à le faire aussi, ce qu'on appelle des bulletins, quoi, et d'avoir une expression politique sur un lieu de travail, avec tout le travail syndical aussi que font les camarades à l'intérieur. Et après, le dernier truc, mais bon, tu vois si tu veux compléter des choses, mais au niveau de la jeunesse, je pense qu'on a tout un tas de camarades qui font
qui ont des activités vachement bien sur les facs pour animer des mouvements quand il y en a. Et ça veut pas dire qu'on va se substituer à tout un tas de gens, ça veut pas dire que voilà, mais par contre, on va les animer, on va faire en sorte que les gens puissent décider par eux-mêmes dans le cadre de ces mouvements. S'il y a une AG étudiante, est-ce que tout le monde a bien le droit de vote, à la parole, qu'on puisse un peu faire en sorte que ça fonctionne et essayer de proposer des perspectives qui fassent toujours aller plus loin le mouvement, de ramener toujours plus de gens, de faire des tours d'amphi, des trucs. Ça, c'est un peu le truc quotidien, je pense aussi. Vous êtes vraiment présent sur tout un tas de terrains, quoi. En fait, notre objectif, c'est de construire des groupes politiques dans les entreprises, quoi. Voilà, et je voulais insister sur un autre truc, en plus de ce qu'a dit Nata, c'est le côté formation, parce que notre objectif, et ce qui est aussi une garantie de démocratie dans l'organisation, c'est la formation des militants. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous, quoi. C'est-à-dire, oui, donc on appelle ça des topos de formation marxiste, que ce soit sur l'actualité, que ce soit sur l'histoire du mouvement ouvrier, la Commune de Paris, la Révolution russe, la Révolution allemande, le stalinisme, qu'est-ce que c'est, pourquoi la classe ouvrière, c'est le sujet révolutionnaire, sur le féminisme. Une formation, ça dure combien de temps dans l'orga en moyenne? Je sais pas. C'est toute la vie, ça s'arrête jamais. Non. Mais le gros de la formation, genre quand t'arrives dans l'orga. En fait, t'as pas enfin, tu vois, nos réunions de formation qu'on fait par exemple dans la jeunesse, elles sont ouvertes à tous ceux qui veulent venir, et y a pas un préalable. En fait, voilà, si par exemple en ce moment tu penses que ce qui se passe en Palestine c'est un génocide, que tu penses que les États impérialistes de Macron, de Scholz, de Biden, ils sont complices, tu vois, qu'il faut faire quelque chose, tu peux venir militer avec nous. Oui, j'entends. Il n'y a pas besoin de lire tout Marx pour venir militer avec vous, etc. Ouais. Non, il n'y a pas besoin de lire tout Marx, mais il faut quand même avoir l'envie d'ouvrir le bouquin. Non, mais je le dis parce que c'est quand même important, et c'est ça qui nous permet d'avoir une certaine autonomie, d'avoir une analyse de la situation, de ce qui se passe, et de quelles perspectives on propose politiques pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté, quoi. Peut-être une dernière question du coup sur l'organisation interne. Les gens vont être curieux parce qu'il y a beaucoup de débats autour de ça, hein, notamment l'AFI qui est vachement pointée du doigt sur la démocratie interne, etc. Comment vous fonctionnez de ce point de vue? C'est quoi le type de démocratie que vous pratiquez en interne? Est-ce qu'on peut parler de centralisme démocratique? Est-ce qu'actuellement il y a encore un droit de fraction, tout ça? Ouais, il y a pas de fraction ouvertement organisée dans notre NPA révolutionnaire, mais le droit de tendance et le droit de fraction, il existe, il est là, et si il y avait la volonté de se constituer en tendance et en fraction, tu vois, il y aurait pas de problème. Après, on essaye au plus possible de faire que tout soit discuté, parce que l'extrême gauche c'est en continuel débat, mais parce que, comme je disais, on essaye d'analyser le monde, on essaye d'analyser ce qui se passe, les périodes, comment tu vois, un exemple, la guerre en Ukraine, ce que le Poutine il fout, Zelensky en face, l'OTAN, tout ça c'est des gros débats, tu vois, et c'est pas facile de se positionner. Les gilets jaunes, en fait au tout début c'était pas hyper évident de se positionner. Ça suscite du débat. Ça suscite du débat, et tant mieux. Tu vois, alors je pense que la première garantie de démocratie, je le redis, c'est la formation, et ensuite on a des instances de direction qui sont quand même assez larges, et puis des comités, des assemblées générales où on discute un peu continuellement. Cet été, on a des rencontres d'été révolutionnaires qui sont aussi des lieux pour discuter et débattre. Après, oui, il faut que on ait la capacité, c'est un peu ça, ce qu'on appelle le centralisme démocratique, même si tu vois, il y a le modèle et il y a on essaye d'y tendre, quoi. Mais d'être en capacité à un moment donné de taper sur un même clou et de mener une politique en commun à une échelle large, parce que sinon chacun pense un peu ce qu'il veut de son côté, et puis quand tu essayes de te donner les moyens d'exister et de défendre ta politique, en fait t'es pas entendu parce qu'elle est pas défendue largement. Mais pour ça on va pas contraindre, pour ça il faut convaincre, et c'est d'abord par ça que ça passe, d'où le côté l'importance de la formation. Oui, mais je pense que c'est tout l'intérêt du centralisme démocratique en tant qu'objectif au niveau de l'organisation, c'est comment on fait pour respecter une démocratie interne, des tendances qui cohabitent, qui coexistent dans un cadre théorique, pratique, et comment on fait quand il faut passer à l'action pour frapper d'une seule main, quoi. C'est ça un peu l'intérêt, et c'est un dilemme en fait dans les organes.
Et quand on respecte pas assez ça, bah, ça pète en interne et après ça crée des scissions. Je pense qu'il y a un truc aussi, c'est qu'on a le droit de tout tenter, quoi, quand même, globalement. Enfin, bon, après, on a un accord politique, voilà. Mais tout le monde a le droit de tout tenter. Enfin, on n'est pas d'accord, même, je sais pas, au sein d'un comité, on va se dire, peut-être la moitié des gens vont dire, ah, mais nous, ton truc, on le sent pas, mais c'est pas grave, tu le tentes, parce que c'est ensuite sur la preuve de j'ai milité, j'ai tenté ça a marché, ça n'a pas marché, on fait les bilans. Et je crois qu'on a un peu ce modèle aussi de dire, on fait et on discute après des bilans, quoi. Je crois que c'est un peu ça qui est important, parce qu'on va pas dire a priori ce truc-là on l'a jamais fait comme ça, alors tu vas pas le faire. Non, enfin, je pense que c'est un peu laisser aussi de la liberté au comité, aux gens à l'intérieur de comité. Mais tout ça, ça marche que si, par contre, tu acceptes de le discuter après, quoi. Sinon, effectivement, il y a un petit décalage. Et les relations de camaraderie, c'est aussi en discuter de manière tout à fait sympathique, quoi. Si on y arrive, c'est quand même ça l'important pour qu'on reste dans la même organisation. Mais voilà, d'avoir qu'on ait envie de pouvoir discuter des bilans, de ce que chacun et chacune a pu tenter à droite et à gauche, quoi. Peut-être pour te donner un exemple par rapport à ça, c'est là, avec ce qui se passait en Palestine, en fait, on s'est rendu compte, bon, c'est quelque chose qui était difficile à discuter dans les boîtes parce qu'en fait, le gouvernement, il réprime toute forme de contestation et de solidarité à la Palestine et tout. Et en fait, il veut nous faire fermer notre gueule sur ça. Mais dans la santé, par exemple, dans les hôpitaux et tout, les camarades et principalement les copines, parce que c'est beaucoup des copines dans les hôpitaux, elles se sont rendues compte que voilà, c'était quelque chose. Leurs collègues, elles avaient envie de faire quelque chose par rapport à ça. Et donc, on a une camarade qui a tenté de mettre en place un collectif soignants et soignantes pour Gaza. En fait, c'est pas un truc où tu vois, il se passe ça, voilà, le dogme, le livre, il te dit de faire ci, et donc tu le fais. Enfin, c'est aussi réagir aussi face à notre milieu, à ce qui se passe à l'extérieur de nous, parce que c'est à ça qu'on répond, quoi. Et en fait, ce truc, il existe encore. Elles ont fait toutes les manifestations, des actions. Elles sont hyper présentes sur les réseaux sociaux, et ça donne une possibilité de s'exprimer. Alors que de prime abord, voilà, tu vois, les collectifs, c'est pas forcément quelque chose sur quelque chose qu'on aurait fait en priorité dans un autre contexte. Ouais. Mais là, ça se posait, donc on l'a fait, quoi. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, en 2024, de se revendiquer du trotskisme ? Ça signifie que c'est la classe ouvrière qui peut renverser cette société, qui peut renverser le capitalisme, parce que c'est elle qui est liée directement au patronat, aux capitalistes, et que c'est la classe ouvrière qui a cette possibilité-là, quoi. Donc, avant tout, ça veut dire ça. Déjà. Ça veut dire se revendiquer de cet héritage, c'est s'inscrire dans une stratégie révolutionnaire. De la prise du pouvoir par les travailleurs. Mais est-ce que ça a encore du sens d'un point de vue théorique de se revendiquer du trotskisme ? Est-ce que c'est encore des outils théoriques qui permettent d'avoir la bonne lecture actuellement ? Quand tu regardes tu vois, les rapports récents de Oxfam ou même que tu regardes la société, quoi, la classe ouvrière, elle a jamais été aussi nombreuse qu'aujourd'hui, et les richesses, elles ont jamais été, les capitaux, ils ont jamais été aussi concentrés dans les mains d'une minorité. Donc ça, pour nous, ça renforce l'idée nos idées et la nécessité la possibilité de renverser ce système, déjà. Mais qu'est-ce qui va vous distinguer, par exemple, de ceux qui vont plus largement se revendiquer du marxisme ? Qu'est-ce qui caractérise, tu vois, un peu le trotskisme ? C'est vrai qu'il y a un peu le paradoxe quand tu dis trotskiste, c'est que tu te revendiques d'un héritage presque mais historique qui n'a quasiment plus lieu d'être, puisque le trotskisme s'est fait en opposition au stalinisme et tout. Pour autant, l'opposition, elle n'était pas juste de dire « Ah, c'est une dictature », ce que c'était en URSS, tout ça. C'était de dire non seulement c'était une dictature féroce à l'intérieur des frontières de l'URSS, mais aussi ils ont empêché des révolutions d'éclater un peu partout ailleurs. Et le trotskisme, face à ça, c'était comment la classe ouvrière, ailleurs, elle aurait pu continuer à prendre le pouvoir dans toutes les vagues révolutionnaires qu'il y a eu des années 20, des années 30. Et bon, bien sûr, s'il n'avait pas été assassiné, il aurait continué à le dire après, quoi. Et tous les descendants du trotskisme ont quand même... en tout cas, nous, on se réclame de tous ceux qui ont continué à dire que la classe ouvrière pouvait effectivement prendre le pouvoir, changer les choses, et dans dans ce mouvement de la classe ouvrière, aussi entraîner les autres couches de la société. Je pense que tu auras un peu envie d'en discuter, mais quand même, tout ce qui n'est pas, on va dire, purement chimiquement de la classe ouvrière, ça ne veut pas dire que la classe ouvrière ne pourrait pas l'entraîner dans un programme qui soit l'éradication du capitalisme, de ce rapport de production, d'exploitation. Et du coup, voilà, quoi, c'est un peu, à mon avis, c'est ça. Et du coup,
tous les trucs sur... ça veut pas dire que Trotsky ni même Marx avait tout répondu, avait tout pris en compte, avait tout compris, tout, voilà, c'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Par contre, il y a des outils comme la révolution permanente, il y a des outils théoriques comme la révolution permanente qui nous permettent de dire, cette révolution, elle va se faire parce que la classe ouvrière, elle va prendre en charge tout un tas de questions qui sont peut-être pas de son ressort propre de l'exploitation directe avec le capital, mais par contre, qu'elle va entraîner la société dans un mouvement qui, à la fois, sera social, sera peut-être de libération nationale, sera peut-être un peu plus large, pour arriver dans une société débarrassée d'exploitation et d'oppression. Le chemin, il ne sera pas fini là, mais par contre, on se sera quand même débarrassé de ce qui nous bloque là depuis un siècle et demi pour faire avancer l'humanité vers un peu plus de paix et de fraternité, quoi, ou de sororité. Et du coup, ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment des apports théoriques de la part de Trotsky, en plus d'une polémique, entre guillemets, polémique vis-à-vis du dévouement stalinien. Donc c'est tout ça que vous revendiquez. Mais du coup, qu'est-ce qui va vous différencier, vous distinguer des autres organisations trotskistes, des autres tendances? Est-ce qu'il y a vraiment motif à désaccord entre diverses... Par exemple, si on prend le POI, j'imagine que vous n'avez pas du tout la ligne du POI. Même avec LO, voilà, il y a plein de désaccords avec Révolution permanente. Est-ce que toutes ces tendances sont vraiment justifiées d'un point de vue théorique, stratégique? C'est difficile à dire parce que, en fait, je pense qu'il y a des nuances qui existent, y compris sur des analyses, tu vois, autour des luttes de libération nationale, par exemple, ou d'aujourd'hui. Mais, tu vois, personne n'a fait la preuve de... Enfin, aujourd'hui, il y a plein de courants qui se revendiquent du trotskisme avec des nuances, mais personne n'a fait la preuve de la justesse de sa politique. Après, sur la stratégie de prise du pouvoir, de la nécessité d'un parti des travailleurs pour prendre la direction des luttes et renverser l'État bourgeois, ça, tu vois, je pense que oui, tous ceux qui se revendiquent du trotskisme, ils seront d'accord avec ça, quoi. Il y a un tronc commun. Oui. Mais il y a quand même... je sais pas, le POI, par exemple, fait partie intégrante de la France Insoumise. J'imagine que vous seriez en total désaccord avec... Ouais, je pense qu'on a un désaccord avec ceux qui ont envie de remettre une pièce dans la machine de peut-être que s'il y avait la gauche au pouvoir ou les réformistes, mais les vrais, pas ceux qui ont trahi, mais ceux qui... On n'a pas encore vraiment essayé parce que, je sais pas, on peut pas oublier que Mélenchon était au PS, quoi. Et je pense que personne l'a oublié, hein, même ceux qui se disent trotskistes et qui sont à la FI l'ont pas oublié. Mais par contre, ils se disent que, je vais pas parler à leur place, mais en tout cas, on pense qu'on peut pas remettre un coin dans la machine et qu'il y a encore trop de gens qui ont des illusions, alors des illusions peut-être un peu forcées, peut-être à contre-cœur, mais des illusions quand même sur le fait que ça va pouvoir changer les choses. Et on a plutôt envie de dire, et si plutôt à travers les luttes, alors mais ça, on partage cette idée de la lutte, ça peut changer les choses, mais pas une lutte au service des élections. C'est un peu ça peut-être la différence, parce que quand dans les meetings on nous dit, par exemple, Louis Boyard qui vient, c'est pas pour polémiquer avec Louis Boyard, hein, je pense qu'il a... Il y a bien pire que lui, mais par contre quand il vient au Mirail pour dire combien d'entre vous vivent avec moins de 1 000 € par mois, que l'entièreté de la salle lève la main et qui dit qu'est-ce que vous attendez pour faire la révolution, ce que les jeunes qui ressortent, on en a discuté, c'était ah oui, du coup il faut voter pour nous cette année, voter pour nous en 2027, mais on n'a pas envie d'attendre 2027 par rapport à ça. Et je pense que, y compris juste pour revenir là, le trotskisme, c'est pas juste une polémique, c'était un combat. Peut-être plus que c'était pas une question théorique, c'était des gens qui se faisaient assassiner, c'était voilà. Et je dis ça parce que du coup, on se revendique pas d'un truc théorique au sens d'un tout théorique et pratique. Voilà, on se revendique quand même du fait de quelqu'un qui a continué à militer jusqu'à la fin, quoi. C'est un peu ce truc-là. Et on se revendique de tout un tas de militants qui ont continué à militer pour que la classe ouvrière, y compris dans les goulags, pour que la classe ouvrière puisse avoir un peu plus de pouvoir ici, dans cette société. Et ce qu'on fait maintenant, alors c'est peut-être plus modeste que de militer depuis les goulags, c'est sûr. Mais par contre, c'est quand même partout où on est de se dire que toutes les petites... mais là, Salma en parlera mieux que moi, et tout, elle travaille à la RATP, quoi. Mais tous les petits endroits où on peut faire en sorte que les travailleurs ils aient un peu plus de pouvoir sur leur vie au travail, sur leur vie dans les grèves y compris. Enfin voilà, tous ces moments où on va pouvoir décider un peu par nous-mêmes, c'est ça qui va nous amener peut-être à réfléchir à si non seulement on décidait par nous-mêmes dans cette grève, dans ce truc, mais aussi pour la société. Et du coup, tu as anticipé au fait ma prochaine question, la fameuse opposition réforme-révolution. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça, pour que les gens comprennent mieux? Parce que là, tu étais très critique vis-à-vis du réformisme et de l'électoralisme, en tant que stratégie et comme fin en soi, comme moyen absolu, quoi. Est-ce que c'est vraiment une opposition bête et méchante? Comment on pense l'articulation de ces deux
de chemin. C'est pas une opposition bête et méchante, enfin, mais par contre, oui, c'est une vraie opposition et c'est pas les mêmes perspectives. On se présente pas aux élections pour la même chose du tout. Et franchement, on pense pas. Et c'est pas pour polémiquer gratuitement avec la France Insoumise, le PC et d'autres organisations qui se revendiquent de la gauche, mais c'est que on pense vraiment pas que ce soit possible de changer les choses par les élections. Et si on prend, enfin, je veux dire, quand est-ce que le Front National a commencé à vraiment avoir des résultats? C'est derrière Mitterrand, parce que c'est aussi la gauche qui crée tout un tas d'illusions et qui, enfin, oui, et ces trahisons, c'est ça aussi qui fait monter l'extrême droite. Et c'est pour ça que pour nous, c'est un sujet qui est sérieux, quoi, ce truc de réforme ou révolution, et en fait, enfin, c'est un truc que je dis souvent, mais je pense qu'il n'y a pas de raccourci pour changer les choses. Et je te coupe là-dessus, Ouais, mais est-ce que Mitterrand, c'est vraiment un traître? Est-ce que François Hollande, c'est vraiment un traître? Ou est-ce qu'il fait ce pourquoi... Ouais, t'as raison. Non, mais t'as ça, raison. c'est plutôt- Pour nous, ils font. Enfin, je veux dire, une fois que t'es dans les limbes de l'État bourgeois, t'es à son service, quoi. Enfin, parce que, en fait, c'est la nature de l'État qu'on discute, la nature de l'État au service de la bourgeoisie. Et ça ne peut pas être autre chose. On ne peut pas faire de l'État bourgeois quelque chose au service d'autre chose, au service du peuple, au service de. Le capitalisme, c'est ça, et c'est un État au service de la bourgeoisie avec un bras armé dont on voit aujourd'hui en Kanaki, ici dans les émeutes à Nanterre, l'essence. C'est-à-dire la répression par l'armée, par la police. Oui, on pense que, franchement, nous, on n'a pas d'illusions. Et c'est bien pour ça qu'on pense qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus, parce que encourager ces illusions-là, appuyer sur les désespoirs et les sensations de trahison, comme tu dis, derrière, quoi. On pense vraiment, et c'est juste la petite nuance que je mettrais à ça, c'est que on pense ça, on est convaincu que c'est pas comme ça qu'on changera les choses, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas aujourd'hui en capacité d'obtenir des choses. Enfin, tu vois, on n'est pas là à attendre le grand soir et la révolution. C'est pas ça. Par contre, on pense que c'est par les luttes qu'on obtiendra des choses. Ouais. Et historiquement, c'est par les luttes qu'on a obtenu des avancées et pas par autre chose, quoi. Mais du coup, pour bien comprendre, toi, par exemple, est-ce que tu penses qu'un candidat révolutionnaire, alors c'est un peu paradoxal du coup ce que je vais dire, mais on pourrait convoquer l'exemple de Allende au Chili, un candidat marxiste révolutionnaire qui joue le jeu du réformisme, est-ce que c'est impossible qu'un tel candidat puisse gagner des élections? Est-ce que ça peut arriver historiquement, mais derrière c'est tout de suite verrouillé? Comment tu vois ça un peu? Enfin, soit tu t'appuies sur l'État, soit tu fais confiance en la capacité de la classe ouvrière pour changer les choses. Parce que, tu vois, tu prends l'exemple de Allende, ça finit comment? Parce qu'en fait, si tu t'attaques pas à l'État bourgeois, tu laisses se développer l'armée à côté, faire sa petite vie, tu vois, Pinochet, défendre... Qu'est-ce que ça donne derrière? Un coup d'État, parce que évidemment que si tu t'attaques pas à ce que c'est que l'État, à son armée, quand on a la possibilité, et en fait, quand t'as une situation comme celle, par exemple, de Allende au Chili, t'imagines la possibilité d'aller encore plus loin? Plutôt que de prendre le pouvoir par l'État bourgeois, c'est la possibilité que la classe ouvrière, par elle-même, s'organise et renverse cet État bourgeois. Donc il y a un moment où en fait, aujourd'hui, cette opposition, elle a peut-être l'air d'être une nuance, mais quand on arrive dans des périodes de soulèvement importants et dans des périodes pré-révolutionnaires, ça devient la distance entre les mencheviks et les bolcheviks. Et en fait, il y a que deux côtés de la barricade. Donc, soit t'es du côté de la classe ouvrière, soit t'es du côté de l'État bourgeois. Alors aujourd'hui, c'est moins flagrant parce que les luttes, elles sont pas à un tel point que on a la capacité d'imposer ce qu'on voudrait. Mais c'est quelque chose qu'on doit tenir dès maintenant parce qu'y compris, c'est un truc qu'on aime bien dire, mais les meilleurs réformistes, c'est les révolutionnaires, dans le sens où y compris des réformes pour maintenant, pour aujourd'hui, l'amélioration de nos conditions de vie, c'est quelque chose qu'on pense
obtenir par les luttes. Et c'est ça qu'on défend, et c'est pour ça qu'on dit qu'on se présente aux élections, mais pour un programme de lutte, pour renforcer les luttes, avec tout un tas de mesures d'urgence que, enfin, je veux dire, on n'aura jamais par l'État bourgeois, quoi. Du coup, dans cette perspective, est-ce qu'il y a une place pour le syndicalisme? Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il peut y avoir un syndicalisme révolutionnaire ou non? Ouais, bah, je pense qu'il y a un truc, quand on parle syndicaliste, c'est vrai qu'on a un peu en tête plusieurs choses. Il y a peut-être le côté syndicaliste, la personne qui va vachement défendre les collègues et un peu chercher à encourager l'organisation collective sur le travail. C'est ça qu'on essaye d'amplifier. Et dans ce cas-là, en fait, tous nos camarades sont syndiqués. Enfin, on est tous les deux, on est syndiqués. Je crois peut-être même au même syndicat, je crois. Enfin bon, voilà, on est un peu... ça, c'est sûr que c'est un truc qu'on défend et que c'est un peu un des acquis que la classe ouvrière elle a pu avoir dans un certain nombre de pays, et on ne va pas lâcher sur ces droits-là qu'on a de se défendre collectivement. Le truc que la bourgeoisie elle a fait quand même dans tout un tas de pays et pour renverser ce truc-là, parce qu'ils ne voulaient pas au début que les syndicats existent, et puis finalement ils ont dit bon ben ok, on voit bien que de toute façon vous allez vous organiser, donc ayez des syndicats, mais on va intégrer. Voilà, il y a un peu ce truc-là. Et ça, par contre, c'est quelque chose dont on se revendique pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à être élu sur certains mandats ou quelque chose comme ça, parce que ça donne des moyens pour aller militer, pour aller discuter avec des collègues, pour voilà. Pour autant, on a très bien conscience que, par exemple, en ce moment, c'est les CSE, on a quand même bien conscience que c'est quand même un truc qui est fait pour limiter la possibilité de vraiment aller... en gros, quand tu es délégué syndical, par rapport au CSE, tu as énormément de gens que tu es censé représenter, mais en fait, tu n'as jamais le temps de vraiment comprendre ce qui se passe, d'aller discuter, de les aider à s'organiser, tout ça. Donc, en fait, ils ont quand même réfléchi à des manières d'empêcher et d'entraver ce droit d'organisation de base, quoi. Après, donc là où nous on se dit révolutionnaire, communiste, tout ça, ok, on veut construire un parti parce qu'on pense pas que le syndicat va amener jusqu'à la prise du pouvoir des travailleurs. On pense que c'est un bon outil pour s'organiser quand il n'y a pas un mouvement, parce que c'est un peu par là que la plupart des gens on se tourne vers les syndicats assez naturellement. Quand il y a des mouvements, on pense qu'on peut s'organiser tout à fait dans un syndicat, mais que par contre, il faudrait pas se contenter de ça, parce que souvent, faut qu'on arrive à s'organiser un peu par nous-mêmes, y compris avec syndiqués, non syndiqués. Et ça se voit souvent, ou dans une lutte, dans une AG, un truc comme ça, les syndicats... Peut-être en toute bonne foi, peut-être pas, on n'en sait rien, je juge pas la psychologie des gens là, mais en tout cas, il y a un truc un peu on va faire à la place des gens. Et je crois que c'est vraiment, quand on est révolutionnaire, c'est contre ça qu'on veut aller. On va pas faire à la place des gens, on va faire en sorte que les gens ils se saisissent de leur propre truc, quoi. Là, ce que tu critiques, c'est le fait que les syndicats ont tendance à confisquer la lutte aux travailleurs directement. Ouais. C'est direct, mais... Non, mais... Faut dire les termes, tu vois. Ouais, mais... Oui, et en même temps... Et en même temps, ça reste un point d'appui, c'est ce que tu dis. Ça reste un point d'appui dans la lutte, mais dans l'absolu, c'est pas la solution ultime, quoi. En fait, c'est juste que dans les luttes, dans les grèves, à chaque fois que les travailleurs se mobilisent, on est pour que ce soit eux qui décident des modalités de leur lutte, de quand ils la commencent, de quand ils considèrent qu'ils ont obtenu satisfaction, et que ça, c'est pas à des syndicats de le dire à la place des travailleurs. C'est ça qu'on dit. Après, au quotidien, on milite dans les syndicats, on essaye de construire, parce que oui, il y a un enjeu, parce que d'abord, les organisations, nous, révolutionnaires, on veut s'implanter, et on est implanté, mais on travaille à l'implantation dans la classe ouvrière. Mais aujourd'hui, les organisations qui rassemblent le plus de travailleurs, c'est les syndicats. Donc, d'abord, bien sûr qu'on milite dans ces structures-là pour s'adresser... Parce que c'est aussi la première forme dans les entreprises de, en fait, je veux me battre contre mon patron, donc voilà. Après, oui, quand tu vois d'abord la politique de l'État sur les CSE, parce que tout simplement, c'est en fait, on réduit drastiquement le nombre de syndicalistes, en fait, donc on les rapproche de fait de l'appareil d'État, et ça c'est vraiment un problème parce que tu favorises le syndicalisme de collaboration de classe et au détriment du syndicalisme de terrain, ce qui est une politique quand même de l'État et de la bourgeoisie, hein. C'est quelque chose, ils le font à dessein, donc t'as ce truc-là. Et puis si tu prends, je sais pas, l'exemple de la réforme des retraites, par exemple, c'était 49-3, Macron, Borne et tout, le bulldozer, tu vois, on en a rien à foutre, en fait, on va la faire passer quoi qu'il arrive. T'as quand même des vraies mobilisations et t'as des communiqués des syndicats pour dire oui, on voudrait quand même discuter avec le gouvernement. Mais là, c'est pas discuter avec le gouvernement qu'il faut, c'est amplifier la mobilisation. Donc oui, cette tendance à la collaboration de classe et au fait de vouloir co-gérer avec le gouvernement et tenir les luttes, ça, c'est quelque chose dont on se revendique pas du tout. Ouais. Maintenant, tu vois, sur le terrain,
Il y a plein de, enfin moi, voilà, dans ma boîte, dans mon taf avec les militants syndicaux et tout, t'en as plein qui eux-mêmes à la base sont pas d'accord avec ça. Là, c'est quelle perspective tu proposes et comment on s'organise par nous-mêmes. Et nous, c'est pour ça que dans les luttes, dans les grèves, on défend les comités de grève pour que qui soit la direction de la mobilisation, c'est-à-dire, oui, comme le disait Nata, syndiqués, non syndiqués, et qui puissent démocratiquement, c'est en fait la démocratie ouvrière dans les luttes. Enfin, fondamentalement, c'est vrai que si on fait un peu un bilan, en tout cas, du syndicalisme français, le syndicalisme va plus avoir tendance à se battre pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée, de la plus-value, là où vous dites abolition de la propriété lucrative. Vous vous rappelez quel est l'objectif historique des communistes, des socialistes et d'ailleurs, c'est peut-être un peu la limite du syndicalisme, même si voilà, il y a aussi une tradition quand même révolutionnaire en Europe. Votre organisation, elle joue quel rôle dans tout ça, dans tout cet écosystème vous parliez par exemple d'occuper le terrain sur les lieux de travail, évidemment de pousser à la radicalisation, à l'auto-organisation des travailleurs, sans condamner pour autant le fait de se syndiquer. Hein. Tout le monde est syndiqué, la plupart des gens sont syndiqués dans votre organe. Je ne sais pas quel rôle vous allez jouer là-dedans. Bah, je pense qu'en vrai, pour tout un tas de camarades, mais le rôle qu'on veut bien laisser aussi, hein, quand même, parce qu'il y a, enfin, je pense qu'il y a pour le dire vraiment, c'est pas toujours évident, et je crois que je voudrais pas sortir de là et qu'on se dise tous les syndicats se valent en termes de bureaucratisation, en termes de voilà, il y en a qui sont quand même plus proches du gouvernement, qui défendent beaucoup plus la politique, qui sont beaucoup plus enclins à aller négocier, sans jamais se préoccuper d'organiser quelque chose à la base. Enfin, on va pas mettre un trait d'équivalence entre tous les syndicats, pas du tout. Ils mettent pas toutes les mêmes forces dans la rue et tout. On parle pas de ça. Par contre, en fait, on s'intéresse un peu aux syndicats où à l'intérieur les militants se disent que si on veut combattre les projets complètement mortifères de ce gouvernement et le côté bulldozer et tout, va falloir qu'on s'organise. Et si on veut s'organiser, c'est comment, de quelle manière et tout ça. Je pense que c'est un peu là. Et à l'intérieur, je sais pas, soit il faudrait discuter précisément, voilà, soit on a des camarades qui bien sûr ont des positions syndicales et ça leur permet par exemple tout un tas de choses, d'aller intervenir un peu en dehors que leur équipe ou leur boîte ou leur service. Et ça, c'est pas négligeable parce que c'est aussi en fait, se préoccuper quand même de ce qui se passe un peu ailleurs que chez soi. Pour autant, il y a des camarades qui n'ont pas ces mandats-là et qui le font quand même. En fait, c'est tout à fait possible quand même d'aller... Enfin, quand il y a des grèves et après, y compris, même si c'est pas notre secteur, en vrai, on le fait. Enfin, en fait, on est allé sur plein de piquets de grève pour dire, déjà, on soutient, quoi. Tous les gens qui se battent et tout, on soutient. Et en fait, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce qu'une organisation qui se revendique révolutionnaire, qui ne joue pas la carte électorale et qui est aussi critique vis-à-vis du syndicalisme, quel rôle elle joue dans la société ? Quel rôle elle joue dans le processus révolutionnaire, concrètement ? Apporter des réponses politiques à ce qui se passe aussi, et des analyses de ce monde et de comment ça se fait, quoi. Enfin, qu'on en arrive là, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qui se passe. Apporter des réponses politiques à ce qui se joue, à ce que c'est que les profits. Enfin, tu vois, c'est pas le partage des richesses, comme ça peut être beaucoup défendu dans les syndicats. Ben non, en fait, ce qu'on dit, c'est les profits, c'est le vol de notre travail, parce que c'est ça, le profit. Donc, apporter notre analyse marxiste de tout ça, c'est ça aussi, et défendre les politiques dont on parlait tout à l'heure dans les luttes. Après, nous, on est, en plus, franchement, je pense qu'on est une organisation, tu vois, l'une de notre caractéristique, on va dire, c'est qu'on est quand même hyper volontariste et que dès qu'on sent qu'il y aurait la possibilité d'organiser des collègues autour de quelque chose qui les révolte, en fait, on tente le truc, quoi. Même si on se dit, bon, ok, ça va pas être les 3/4 de la boîte qui vont être motivés à le faire, mais il faut quand même qu'on le fasse parce que c'est quand même juste de le faire. Donc, on est une organisation qui est assez volontariste, mais par contre, c'est pas nous qui décidons quand il y a des mobilisations, c'est pas nous qui décidons quand il y a des mouvements. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est proposer une perspective à partir de là. Donc pour synthétiser, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de ce que vous faites un peu au quotidien. C'est-à-dire que vous essayez d'occuper tous les terrains, de radicaliser, de former théoriquement, voilà, c'est un peu tout ça, quoi, votre champ d'investigation concrètement. Du coup, ça, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est quand même une question assez centrale. On vous taxe souvent d'ouvriérisme. Donc l'ouvriérisme, c'est le fait de vraiment avoir une vision politique où le processus révolutionnaire va venir s'appuyer exclusivement sur la classe ouvrière, même pas le prolétariat au sens élargi, vraiment la classe ouvrière. Sur quel sujet politique vous vous appuyez concrètement ? Comment vous voyez le processus révolutionnaire ?
Est-ce que le process révolutionnaire peut taper au-delà des travailleurs? Est-ce que c'est le prolétariat élargi? Est-ce qu'il peut y avoir une partie de la petite bourgeoisie qui peut nous rejoindre dans la lutte? Les étudiants? Mais oui, enfin, bien sûr, je veux dire, d'ailleurs, il n'y a pas que la classe ouvrière qui a intérêt à changer de société. Enfin, je veux dire, cette société, elle est merdique pour la grande majorité. Elle est merdique pour l'ensemble des femmes, qu'elles soient de la bourgeoisie ou de la classe ouvrière. Et d'ailleurs, enfin ça, je renvoie juste au discours d'Arlette Laguillet sur les femmes, qui est absolument génial là-dessus et qui relativise, à mon avis, un peu le côté ouvriériste dont les organisations comme la nôtre peuvent être taxées. Quand tu vois que bah même les boulots qui sont, tu vois, les ingénieurs, voilà, qui peuvent être un peu plus valorisés. En fait, tu le fais au service de quoi? T'as quoi comme marge de manœuvre pour réfléchir dans ton boulot et de ce que tu pourrais, avec les progrès sociaux de ouf qui existent, enfin sociaux, les progrès technologiques, techniques de ouf qui existent aujourd'hui. Pour qui? Pourquoi? Enfin, Tu veux dire que même les couches intermédiaires ont intérêt mais oui, je pense que bien sûr que les couches intermédiaires, oui, je te donne l'exemple des ingénieurs, mais ça peut être bien d'autres couches de la société. Et puis c'est intéressant aussi parce que tu parles des femmes, ça veut dire que tu conçois que tu articules ça aussi avec la question du patriarcat. Du coup, est-ce que le travail domestique, ça peut être un truc qui entre en ligne Mais en fait, nous, on est communiste, on est pour une société communiste, c'est-à-dire qui produit selon les besoins de la société, dans le respect des ressources naturelles disponibles, et qui soit, enfin, le communisme, c'est l'émancipation de l'humanité. Il n'y a pas d'émancipation de l'humanité avec des oppressions nationales, avec des oppressions féministes, avec, enfin, sexistes. Tout type d'oppression. Oui, avec Ouais. le racisme. Bien sûr que c'est des choses qui dont, enfin, on les combat tous les jours. Donc, pardon, en fait, ça m'énerve un peu ce genre de discussion parce que, enfin, pour moi, ça n'a pas lieu d'être parce que vraiment, enfin, en fait, ça me passe au-dessus ce genre de, même si je comprends qu'il faille y répondre, tu vois, mais je pense pas du tout. Et il suffit de regarder juste un peu ce qu'on dit et ce qu'on fait concrètement. Les têtes à abattre de ce système capitaliste, c'est la classe ouvrière. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'on pense que la classe ouvrière, c'est le sujet révolutionnaire. Après, comme le disait Nata tout à l'heure, bien sûr que la classe ouvrière peut entraîner derrière elle, mais parce qu'elle a la possibilité matérielle de renverser ce système. Mais l'intérêt de le renverser et d'aller vers une autre société, il est beaucoup plus large. Et tout ce qu'on dit et tout ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi pour lutter complètement contre le racisme, contre le colonialisme, l'impérialisme, les violences sexistes et sexuelles, l'oppression des femmes, de toutes les personnes LGBT. En fait, on ne pourra pas le faire complètement sous le capitalisme parce que le capitalisme entretient ces oppressions-là, s'appuie dessus pour entretenir des divisions entre nous et que est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on aura fait la révolution et qu'on en aura fini avec le capitalisme, tout sera résolu pour être débarrassé des oppressions? Non, pas forcément. Et clairement, et en fait, si tu regardes même la révolution russe, toutes les mesures qui ont été prises spécifiques pour la légalisation de l'avortement, pour le mariage gay, pour la socialisation du travail domestique, c'est des choses, des réalités qui étaient déjà discutées en 1917 par les bolcheviks à l'époque et qui ont été mises en place dans le peu de temps, avant voilà, la dégénérescence de l'État ouvrier, mais c'est une autre discussion. Enfin, ça me fait penser au mouvement là, des agriculteurs quand même qu'il y a eu, où on pourrait dire C'est un bon sujet, vas-y. Ouais. Enfin, je sais pas. Non mais oui, parce qu'en fait, ça nous a posé question un peu comment on fait, comment on ferait déjà pour y intervenir, parce que c'est vrai que par exemple à Toulouse on a des camarades qui sont allés et c'était compliqué des fois aussi même de discuter parce que selon dans quelle position, si tu arrives en tant que militant révolutionnaire, c'est sûr ça passait pas forcément selon les endroits. Enfin, il y avait un peu toutes ces difficultés là. Pour autant, nous on a toujours considéré ça comme un combat. Enfin, on n'a pas dissocié ça d'un combat que la classe ouvrière amènerait pour ses conditions de vie. Enfin, quand il y a des gens qui sont à moins de 400 € par mois, on va pas dire ça ne nous concerne pas parce que nous on s'intéresse à la classe ouvrière. Enfin, là, je suis entièrement d'accord. Par contre, toute la société subit la pression de ce système capitaliste de merde, quoi. Ça, c'est un premier truc. Et ce qui est assez intéressant en termes de propositions qu'ont fait les partis politiques, par exemple, il y avait le truc d'avoir des prix planchers. Bon, dès qu'il y a eu cette proposition-là, le RN a fait oula, sur
surtout pas. Enfin, pas des prix planchers, mais en tout cas des revenus un peu planchers pour les agriculteurs. Et ça, c'est un truc que le RN, alors qu'il voulait se présenter comme le meilleur ami des agriculteurs, a jamais défendu jusqu'au bout. Et nous, ce qu'on disait à l'époque, ce qu'on redirait maintenant, puisque d'ailleurs ils vont reprendre à Toulouse, ils vont reprendre un barrage et tout dans pas trop longtemps. Mais ce qu'on dirait, c'est que dans le même temps qu'ils se posent cette question-là de leurs revenus, il y a aussi tout un tas de travailleurs et d'ouvriers, ou au sens très large, pour le coup, pas genre ouvriers d'usine et tout, mais qui se disent, mais nous, on gagne pas assez non plus. Alors, on n'est pas 400 €, mais par contre, c'est sûr qu'on n'est certainement pas à 2000, 3000, 4000. On a besoin, nous, on nous dit, il faut moins de 2000 balles pour vivre décemment, il faudrait 400 € en plus pour tout le monde. Enfin, voilà, c'est ce qu'on défend dans la campagne, quoi. Et de fait, s'il y avait cette jonction-là, et si la jonction, elle n'était pas entre les gros agriculteurs, le type à la tête de la FNSEA, là, c'était vraiment, d'un côté, je suis agriculteur, de l'autre, j'ai quand même une espèce d'entreprise qui exploite tous les agriculteurs qu'il y a autour. Mais c'est pas avec ce type de personnes-là qu'il faudrait faire alliance, mais au contraire, avec tous ceux qui étaient en grève ou qui auraient pu avoir envie de se battre. Enfin, c'est un peu hypothétique là pour l'instant ce que je dis, mais c'est quand même ça notre objectif, quoi. C'est un truc à construire, mais il y a quand même une fracture entre, on va dire, d'un côté vraiment l'agriculteur exploitant, gros propriétaire qui a des ouvriers, et d'un autre côté les paysans qu'on va plus retrouver à la Confédération paysanne. Donc évidemment que les organisations révolutionnaires ont une carte à jouer de ce point de vue. Il y a des travailleurs à défendre. Non, et rajouter un truc, notre rôle aussi là-dedans, par exemple, c'est aussi de pointer les vrais responsables, comme tu le disais, mais ça m'a fait penser à un truc, c'est un peu plus à côté, mais il y a un bouquin qui est sorti il y a je sais plus combien de temps, qui s'appelle Marx écologiste. En fait, ce bouquin, il est hyper intéressant parce qu'il prend plein d'extraits de Marx qui se posaient les problèmes sur notamment comment le capitalisme et l'exploitation des terres ne laissaient pas le temps à la terre de se régénérer et de régénérer tous les éléments dont elle avait besoin, et comment le capitalisme, dès le début de son émergence, épuisait les sols. Et en fait, je trouve que ça montre aussi comment ce système et la façon dont il va exploiter jusqu'au bout sans se soucier du lendemain, en fait, comment on a intérêt à le renverser beaucoup plus largement que uniquement la classe ouvrière, quoi. Bon, du coup, là, il y a une actualité avec les élections européennes. Donc, Selma, tu es candidate. Et donc, toujours dans cette perspective de questionner la stratégie politique, bon, tu l'as déjà un peu évoqué, hein. Tu as rappelé que c'est pas parce qu'on est révolutionnaire qu'on ne présente pas des candidats aux diverses échéances électorales. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt? Ça, les gens ne comprennent pas, hein. Que ce soit la candidature de Poutou, la candidature de Nathalie Arthaud, etc. C'est quoi l'intérêt de présenter un candidat quand on est révolutionnaire? Je pense qu'il faut qu'on soit clair sur le fait que ce qu'on fait, c'est pas une campagne de témoignage. Tu vois, on n'est pas là pour témoigner et basta et ciao. Et c'est pas grave si on vote pas pour les révolutionnaires. Parce que c'est pas juste faire la campagne qui est important pour nous. On pense, qui est important tout court. On pense que ce qui est important, c'est aussi qu'il y ait du vote pour les révolutionnaires, parce que on dit que ça envoie un message au patronat, que ça envoie un message au gouvernement, et que c'est pas la même chose dans un contexte où l'extrême gauche, elle fait 5%, elle fait 10% quand Arlette et Olivier, ils faisaient 10% ensemble. C'est pas la même chose, ça donne pas le même message au patronat et au gouvernement que aujourd'hui. Donc je pense que nous, on n'est pas là pour faire du témoignage, et on le dit dans les meetings et tout, tu vois, mais oui, on pense qu'il y a un enjeu à envoyer des travailleurs dans les instances de la bourgeoisie, non pas parce qu'on pense que ça va changer les choses, mais parce qu'on pense qu'il faut qu'on mette le nez dans leurs affaires, parce qu'il n'y a aucune raison que les mecs ils soient là en train de discuter de nos vies, de faire leurs affaires, de discuter avec leurs lobbyistes qui leur donnent... Il y a à peu près 60 lobbyistes par député. C'est quand même un truc de ouf, tu vois, genre au Parlement européen. Au Parlement européen, il y a en moyenne 60 lobbyistes par député. Et donc, on pense qu'il y a un enjeu, parce qu'il n'y a aucune raison que de les laisser seuls sans dénoncer leur magouille, sans dénoncer leur trafic, et sans dénoncer tous les plans qui sont, mais pour la simple et bonne raison que ceux qui discutent, c'est de nos vies. C'est de nos vies, et que ça, en fait, on dit oui, il y a un enjeu à ce qu'on existe là-dedans et à ce qu'on envoie un message. Et on dit aussi c'est un avertissement. Ce vote, c'est un avertissement. C'est un avertissement pour dire que c'est nous qui travaillons, c'est à nous de décider. C'est un avertissement pour dire que c'est nous qui sommes, c'est peut-être eux qui ont les milliards, mais c'est nous qui sommes des millions. Et ce truc d'avertissement, je trouve que c'est clair et ça peut parler, quoi, tu vois. Et de se dire, en fait, l'abstention, elle est muette. L'abstention, on ne sait pas ce que ça veut dire.
Ouais. Tandis que le vote pour les révolutionnaires, ça envoie un message. Mais toi, demain, si tu es candidate, tu es élue, qu'est-ce que tu vas faire concrètement au Parlement Mais je pense qu'on ne changera pas les choses là-bas, Ouais. clairement. Par contre, tu vois, de montrer concrètement, en fait, c'est ça qui se passe, et puis de se faire le relais des luttes aussi. Parce que, tu vois, de se dire, en fait, là, en ce moment, MA France, les travailleurs de MA France, c'est une boîte qui fait des carrosseries d'automobiles pour Stellantis, notamment. En fait, d'aller dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les travailleurs de MA France, ils sont en grève, ils demandent, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Enfin, tu vois, de se faire le relais des luttes aussi, Ouais. et de dénoncer, comme je te disais, quoi, dénoncer leurs magouilles, leur trafic. Je pense que c'est ça l'intérêt. C'est pas, on dit pas, vous occupez de rien, on s'occupe de tout, votez pour nous et on va vous arranger les choses. Pas du tout. C'est, oui, l'enjeu d'aller mettre le nez dans leurs affaires et de pouvoir les dénoncer. Je pense que d'abord, je sais pas si on peut juger la force ou l'écho de nos idées à l'aune des résultats des élections. Surtout quand dans les européennes, par exemple, tu as 50% d'abstention, ou de façon générale à l'écho des élections. Je suis pas... Voilà, Les travailleurs ne votent pas trop aux européennes, apparemment. Non, les travailleurs votent pas trop aux européennes, peut-être pas trop tout court. D'accord. Voilà, bon. Mais il faut qu'on arrive à donner un sens à la colère qui existe, parce que franchement, la rage et la colère, elle est présente, on le sent tous les jours quand on discute, quoi. Après, c'est vers où elle se dirige, contre qui elle se dirige, et c'est ça, et c'est là où on a un rôle aussi, j'ai envie de dire, dans les périodes de calme, même si franchement les périodes de calme, ça fait bien longtemps qu'il n'y en a pas vraiment eu, parce que l'actualité, elle est toujours de plus en plus agitée, entre les guerres, entre l'écologie, enfin il y a toujours quelque chose qui nous révolte quand on se réveille le matin. T'as un nouveau truc il y a une nouvelle dinguerie dans le monde, quoi, je sais pas comment le dire autrement, mais par contre faut réussir à donner des perspectives à ça, et à pas laisser place à la démoralisation, et je pense que c'est ça aujourd'hui notre plus gros ennemi, j'ai envie de dire, plus que le Rassemblement national et conneries qu'ils racontent, ou les réformistes qui veulent entraîner dans un mur des mobilisations, j'ai envie de dire, c'est peut-être ça l'ennemi qu'on a envie de combattre aussi en priorité, parce que c'est ça peut-être la réponse pour tout le reste, et ça c'est pour ça qu'on milite au quotidien, et qu'on fait appel aussi à tous ceux qui veulent militer avec nous pour combattre cette démoralisation-là, parce qu'on sait que, il n'y a pas de raccourci, on peut compter que sur nous-mêmes. Le contenu militant que vous venez de visionner existe grâce à votre soutien financier. Je vous remercie.